Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce webinaire en partenariat avec Judith du Portail. Nous allons patienter quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. Donc, veuillez patienter. Nous allons commencer tout à l'heure. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, nous allons patienter un petit instant en attendant que tout le monde se connecte. Nous sommes nombreux ce soir. Rebonsoir à tout le monde. Nous allons simplement patienter un petit instant en attendant que tout le monde se connecte. Rebonsoir encore une fois. Nous patientons un petit instant en attendant que tout le monde se connecte. Donc, rebonsoir officiellement et bienvenue chez CRIAS et bienvenue dans le salon chez Judith du Portail qui se rejoignent à nous ce soir pour un webinaire avec le thème solo, mais pas toute seule. Moi, je m'appelle Vibeke, je suis danoise, comme vous pouvez peut-être entendre. Je représente CRIAS dans de nombreux pays en Europe du Sud. Je suis passée en France depuis très longtemps. Je conseille des patientes en France par rapport à leur parcours de PMA, mais aussi vers d'autres pays. Et ce soir, nous avons eu la chance de pouvoir avoir avec nous Judith du Portail à Paris. Nous avons eu le plaisir de pouvoir accompagner Judith lors de son projet d'enfant en tant que maman sola ou solo comme vous le voulez. Elle a accepté de se joindre pour ce webinaire pour partager ses expériences, un peu ses conseils. Nous avons eu raison de choisir cette thématique parce que visiblement, ça a vraiment un intérêt pour beaucoup de personnes. Nous avons avec nous ce soir quasiment 900 personnes qui se sont inscrites, donc c'est très dommage qu'on ne vous voit pas. Ça aurait été un grand plaisir pour nous deux d'être devant vous. Effectivement, un projet solo, on n'est pas toute seule. Vous êtes nombreux, même si vous ne vous voyez pas. Judith, je ne sais pas si tu veux juste dire brièvement deux mots avant qu'on commence. Oui, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir avec vous. Voilà, moi, Vibeke va parler un peu plus de l'aspect technique, médical et tout. Et moi, je pourrais partager mon expérience comme je le ferai avec une amie. Voilà, pour que tout le monde ait les meilleures informations possibles. Je te laisse continuer. Très bien. Avant de commencer, la présentation, nous allons vous envoyer la présentation complète du webinaire par email. Donc, pas besoin de commencer à prendre beaucoup de notes. Vous aurez tout par écrit. Personne ne vous voit. C'est dommage pour nous. Ou personne ne vous entend. Mais on espère que vous nous voyez bien. Vos questions, vous pouvez les poser en toute tranquillité et c'est anonyme. Il n'y a que Judith et moi qui peuvent voir toutes vos questions. On va répondre à toutes les questions à la fin du webinaire. On va laisser une bonne 20 minutes pour toutes ces questions. Et on a prévu de terminer le webinaire à 20h30. Donc, les sujets que nous allons aborder ce soir, malheureusement, nous avons fait 1 heure avec vous. D'abord, moi, je vais vous parler un peu plus de CRIAS pour ceux qui peut-être connaissent pas encore tout sur nous et
ce que nous proposons comme accompagnement pour des patients en France. On va parler aussi un peu de nos donneurs, qui ils sont et les options à choisir. Et après, je vais aussi aborder un sujet où on reçoit toujours énormément de questions, c'est par où commencer un parcours avec nous et comment en fait passer une commande, comment se faire livrer. J'espère pouvoir éclairer un petit peu cette partie-là. Et après, je vais aussi passer un petit moment sur vocabulaire. Chez Crios, vous avez peut-être remarqué qu'on utilise beaucoup de termes très techniques. Et donc, ce soir, j'ai choisi quelques mots où je vais vous expliquer un petit peu plus. Et après, à la fin, il y a Judith qui va donc intervenir, qui va partager son histoire et un peu ses défis et ses succès sur la voie de la maternité. Et après, tout à la fin, les questions. Donc, tout d'abord, Krios. Krios, nous sommes une société danoise. Nous sommes basés dans la deuxième plus grande ville au Danemark, qui s'appelle Aarhus, qui est d'ailleurs une ville magnifique. Et tout a commencé là, il y a 37 ans, donc fondé par un Danois qui a eu l'idée de trouver la technique pour cryoconserver le sperme. Et donc, en fait, aujourd'hui, nous sommes donc la plus grande banque de donneurs dans le monde. Nous avons le plus grand choix, les plus variés au monde. Parce que nous avons beaucoup de labos aussi ailleurs où nous pouvons donc recruter des donneurs, donc des phénotypes différents. Je m'excuse. Chez Créat, nous avons la possibilité donc, on propose beaucoup de donneurs et donc il y a une recherche gratuite. Donc, vous n'avez pas besoin de payer pour visualiser les donneurs. Chez CRIAS, nous proposons un accompagnement vraiment personnel. Nous savons que chaque projet est vraiment particulier et donc on se lève tout le matin pour vraiment accompagner chaque personne, chaque question que nos patients ils sont de partout dans le monde. Désolée, je m'excuse pour ma voix. Aujourd'hui, nous pouvons livrer dans 100 pays et on travaille avec les plus grandes cliniques de fertilité dans le monde. Mes excuses. Alors, nos donneurs de sperme, qui sont? Ils sont, je m'excuse. Judith? Oui, Est-ce que tu peux prendre un relais? J'ai quelque chose dans la gorge, je m'excuse. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu veux que je continue ta présentation, du coup Non, juste pendant une minute, je m'excuse vraiment beaucoup. Non, non, vas-y, vas-y, va boire de l'eau. Va boire de l'eau, ouais, c'est ça. Du coup, donc je vais poursuivre sur la partie de Vibeke. Donc, les donneurs de Cryos, souvent, par exemple, quelque chose qui va être un cliché qu'on va avoir, c'est qu'ils vont être rémunérés, mais en fait, c'est un don qui est compensé, donc à hauteur de 40 euros. Plus de 50% d'entre eux, du coup, sont en couple, dans des histoires sérieuses, où ils ont fait des... Tu veux reprendre, ça va, ou je continue? Oui, c'est bon, c'est très bon. Merci Voilà, beaucoup. ma pauvre, ça va aller. Je m'excuse beaucoup. Euh, la langue française est très nasale, donc du coup, ça fait tousser. Donc, en fait, donc, comme Judith disait, donc, tous nos donneurs, en fait, ils sont testés, ils sont tous sains et saufs. Donc, vous n'avez pas à vous faire des inquiétudes quand vous regardez les donneurs en ligne. Et ils sont tous, en fait, 50%, ils donnent également leur sang. Et donc, en fait, le sang, il faut savoir que ce n'est pas compensé au Danemark. Une chose très importante, c'est au Danemark, les donneurs ne sont pas rémunérés. Et il y a une grosse différence entre être rémunéré et compensé. Donc, ils reçoivent 40 euros pour le fait qu'ils viennent dans un de nos labos pour donner leur sperme. Donc, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, contrairement à souvent ce qu'on pense de les banques à l'étranger. Effectivement, j'ai quelque chose dans la gorge.
Les motivations de nos donneurs, en fait, il y a quelque chose de culturel à comprendre. C'est qu'au Danemark, on a une toute autre culture. Le fait de partager le bonheur et pas tout garder pour soi, c'est très important. On enseigne l'empathie dès le plus jeune âge dans les écoles au Danemark. Donc, en fait, c'est très normal pour beaucoup de Danois de donner son sang ou donner son sperme pour rendre d'autres personnes heureuses. Et comme vous voyez ici, il y a des témoignages de nos donneurs où ils disent, étant père moi-même, je suis devenu donneur de sperme car je souhaite aider les gens qui ne peuvent pas avoir des enfants sans aide. Et être père est la chose la plus importante dans ma vie. Alors, comment devenir donneur de sperme? En fait, c'est un processus qui est très, très long. Ça dure plus de 6 mois. Et en fait, d'abord, les donneurs ils vont faire une application en ligne. Et déjà, à cette phase-là, on va désélectionner beaucoup de candidats parce que simplement, ils ne répondent pas à toutes les premières critères que nous avons donc établis pour être donneur chez CRIAS. Après, les donneurs qui passent donc la première phase vont être donc convoqués pour un premier rendez-vous. Ils vont donner le sperme et on va donc du coup le tester pour savoir s'il a une qualité suffisamment élevée pour être cryoconservé. Ensuite, ils vont passer à une phase où ils vont remplir un questionnaire médical. On va regarder tous les antécédents médicaux familiaux. Ça va vraiment être une étude très approfondie. Examen physique avec un entretien aussi avec donc notre équipe médicale dans nos labos pour ensuite, si possible, si les donneurs ils passent cette quatrième phase, ensuite aller à l'entretien, ce qu'on appelle une évaluation psychologique avec notre psychologue en interne, qui va donc établir un bilan pour savoir s'il a bien compris ce que ça implique d'être donneur. Et tout à la fin, il n'y a que 5% des candidats qui sont acceptés chez CRIA, ce qui est très, très peu. Et tout ça, c'est vraiment des phases qui durent environ 6 mois pour recruter un nouveau donneur. Après, il y a beaucoup de donneurs chez CRIAS qui viennent régulièrement et qui donnent depuis des années. Et comme je disais tout à l'heure, qui sont aussi pères de famille eux-mêmes parce qu'ils trouvent ça tout à fait normal de pouvoir aider d'autres personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants toutes seules. Alors, les options de type de profil de donneur. Chez CRIAS, nous avons donc soit des donneurs avec ce qu'on appelle une identité donc non relevée ou une identité relevée. On parle souvent d'un donneur anonyme ou non anonyme. Mais il faut bien comprendre que ces termes-là, c'est vis-à-vis de votre futur enfant et pas vis-à-vis de vous en tant que patient. C'est-à-dire, l'identité pour être relevée à votre enfant à l'âge de 18 ans. Si vous choisissez un donneur donc avec une identité donc relevée. Sinon, si vous choisissez non relevé, ben là en fait l'identité ne pourra jamais être relevée. Après, nous avons donc chez CRIAS, en dessous de ces deux grosses catégories, on parle de donneurs avec un profil de base et profil détaillé. Les donneurs avec profil de base, vous avez son origine, ethnicité, couleur des yeux, couleur des cheveux, taille, poids, groupe sanguin et les compétences académiques. Après, les profils détaillés, vous avez les mêmes informations qu'avec un profil de base, mais en plus de ça, vous avez aussi les réponses que le donneur a données lors de la rencontre avec notre équipe où on a posé un certain nombre de questions sur ses intérêts, ses expériences. Et vous aurez photos d'enfance du donneur. Vous avez son profil, ce qu'on appelle intelligence émotionnelle. Vous avez un enregistrement vocal et un message manuscrit à la main du donneur où il exprime sa motivation pour être donneur chez CRIAS. Et après, tout à la fin, il y a aussi une impression donnée par notre personnel sur le donneur.
Donc, ça, c'est vraiment ce que vous aurez si vous choisissez le profil détaillé. Et là, vous voyez, je vais dévoiler rapidement, sans aller en détail, c'est quelques exemples de comment ça se présente sur notre site web avec un donneur qui a du coup un profil détaillé où vous voyez aussi sa lettre écrite à la main tout à la droite. Ici, c'est des exemples des réponses lors du question-réponse. Donc là, on voit un donneur qui parle justement de ses jeux favoris, qu'il aime jouer au football et qu'il aime courir de longues distances, etc. Et après, à droite, vous avez donc son bilan de son intelligence émotionnelle. Euh, donc tout ça, c'est à télécharger en ligne sur chaque donneur. Donc là, vous voyez Petrus, vous pouvez donc voir le lien où vous pouvez cliquer dessus pour entendre sa voix. Et sa voix va du coup faire jouer donc une transcription de sa lettre écrite à la main, où ici il parle de sa motivation. Après, il y a certains donneurs où vous avez aussi accès à des photos d'adultes. Donc, il y a un prix supplémentaire pour ces donneurs-là, donc à payer à part si vous souhaitez avoir accès à ces donneurs-là. C'est vrai, c'est une catégorie de donneurs qui est particulièrement attractive. Il y a beaucoup de mamans solo qui s'intéressent à ces profils de donneurs. Et après, vous savez aussi une chose très importante, c'est le bilan médical. Donc, le bilan médical, il existe pour chaque donneur. Il suffit de télécharger ce qu'on appelle le Summary of Records ou l'abréviation SOR pour chaque donneur. Et là, vous avez donc du coup les résultats de tous les tests qui ont été effectués chez le donneur. Ce soir, nous n'avons pas le temps d'aller en détail par rapport à tous les tests que nous faisons sur le donneur, mais comme je vous disais tout à l'heure, tous les donneurs que vous trouverez en ligne, ils sont testés, ils sont sains et saufs, sinon ils ne seront pas là. Comment choisir un donneur? C'est quelque chose de très personnel et nous ne pouvons pas le faire pour vous. Nous pouvons vous expliquer, vous guider. C'est pour ça aussi que Judith elle est ici ce soir, c'est pour parler un peu de comment elle a choisi son donneur pour son projet d'enfant. Mais d'abord, il faut se poser la question, est-ce que je veux donner la possibilité à mon enfant d'avoir accès à l'identité du donneur à l'âge de 18 ans ou est-ce que je ne veux pas? Donc, c'est ça, c'est la première question la plus importante. Après, il faut décider le niveau d'information que vous désirez concernant votre donneur. Donc, est-ce que vous voulez juste les informations de base? Est-ce que ça vous suffit? Ou est-ce que vous voulez un profil détaillé? Et après, il suffit d'appliquer les filtres pour vous aider à affiner le choix. Donc, notre conseil, c'est de commencer pas par appliquer trop de filtres. Limiter à 2 ou 3 pour obtenir vraiment une sélection de donneurs que vous pouvez ensuite étudier. Et après, le plus important, c'est vraiment de suivre votre intuition pour faire votre choix. Et comme je vous disais, ne vous inquiétez pas sur le bilan médical parce qu'ils sont tous approuvés par notre laboratoire. Par où commencer un parcours PMA? On reçoit beaucoup de questions là-dessus par email, via téléphone, via le chat chez Krios au Danemark. Donc, nous avons essayé de résumer un peu les 4 étapes les plus importantes à comprendre et à suivre. En fait, un parcours de PMA, ça commence déjà par un diagnostic avec votre bilan d'infertilité. Donc, en fait, il existe de nombreuses techniques pour ensuite, qui peuvent ensuite jalonner un peu votre parcours selon les résultats de ce bilan et les examens complémentaires qui peuvent être prescrits pour vous. Donc, ce qu'on vous conseille dans la première phase, c'est d'échanger avec votre gynécologue actuel. Et si vous n'avez pas encore un gynécologue ou clinique de fertilité choisi, vous pouvez nous contacter pour obtenir des conseils pour trouver un gynécologue ou clinique pour votre suivi de grossesse.
Donc, en fait, avant de nous contacter, c'est très important d'avoir ce bilan. Comme ça, on peut mieux vous guider par la suite. Vous pouvez néanmoins, en parallèle, commencer déjà à créer un profil sur le site web d'Ecria si vous ne l'avez pas encore fait, rechercher et choisir le donneur. Et surtout, suivre un peu les conseils tout à l'heure pour comment choisir le donneur. Et comme ça, vous pouvez déjà vous faire une idée et vous créer une petite liste avec des coups de cœur de donneurs que vous pouvez considérer et vous pouvez même commencer à les réserver pour que quand le jour arrive où vous serez prête pour l'insémination, que le donneur que vous avez choisi, il est bien disponible et qu'il n'est pas pris ailleurs. Et après, il faut quand même pas oublier de penser à l'avenir. Si vous trouvez un donneur, un coup de cœur, bah, il faut penser à l'avenir et réserver des paillettes des paillettes de sperme pour le futur. Et après, il vous reste qu'une fois décédé de vous faire livrer à votre clinique de fertilité de votre choix. Et tout ça, nous, on est là pour vous guider à travers ce parcours. Nous avons élaboré un guide pratique en français que vous pouvez demander par email en nous contactant où on décrit plus en détail les étapes à suivre et comment s'y prendre. Comment passer une commande? Je vais rapidement parler de ça parce que ce soir, on veut surtout consacrer beaucoup de temps aussi à Judith qui est avec nous pour parler de son projet. Il faut avoir un compte, donc un compte privé. C'est très important que quand vous vous connectez sur les sites web des Crias, que c'est un compte privé que vous créez. Et une fois que vous êtes connecté, vous pouvez commencer à donc appliquer les filtres par rapport à ce que vous souhaitez comme type de donneur. Et après, il suffit donc de suivre les étapes. Et en fait, c'est très simple. Nous avons fait donc un système informatique qui est très simple parce qu'on sait que vous avez déjà beaucoup de questions, vous avez déjà beaucoup d'autres choses à faire de votre côté gynécologue clinique avec les bilans. Donc, on a voulu simplifier au maximum le processus de commander le sperme et les ovocytes chez nous. Donc, il suffit, une fois trouvé le donneur, de les ajouter dans votre panier. Et après, si vous voulez donc finaliser la commande, tout à la fin, vous pouvez donc renseigner la date d'expédition ou pas. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez simplement aussi nous écrire que vous ne connaissez pas encore la date d'expédition, donc reste à confirmer. Et surtout, si vous avez un code de réduction, comme par exemple le code qu'on vous donne ici ce soir, Judith 20, donc vous pouvez le renseigner à la fin et donc ça vous donne une remise de 20%, donc pour vous remercier d'avoir écouté ce soir ce qu'on a partagé avec vous. Et après, il reste à finaliser la commande. N'oubliez pas de penser aux frères et sœurs. Donc, on vous conseille vraiment de réserver des paillettes rapidement, au même temps que l'autre commande. Et il y a une annulation facile. On vous rembourse 75% de leur prix d'origine si jamais vous changez d'avis. Je vais aller rapidement sur le vocabulaire parce que je vois le temps avance et donc sur le motilité. Motilité, c'est un mot que vous avez entendu ou peut-être lu déjà. Il signifie donc en fait le nombre de cellules de sperme actives par millilitre de sperme. Donc par exemple sur le site de CRIES, vous allez voir par exemple 1 millilitre de mode 20. Ça contient donc un minimum de 20 millions de cellules actives de sperme après décongélation. Donc, en fait, nos paillettes de sperme, ils contiennent donc pas 1 millilitre, mais 0,5 millilitres. Donc, ça signifie que chaque paillette d'une motilité 20, mais ça contient au moins 10 millions de cellules actives de sperme. Donc, ça, c'est un peu technique. Ne vous inquiétez pas. Nous, dès qu'on sait quel type de traitement vous allez donc avoir dans votre clinique de fertilité au gynécologue, on saura vous guider par rapport à la motilité. Après, il y a des noms des paillettes différents. Il y a des paillettes IUI, ICI.
En général, pour une insémination classique, on en parle d'un projet maman solo, bah, c'est souvent des paillettes IUI. Il n'y a pas forcément une contrainte particulière du plan fertilité. Donc, une insémination simple avec une paillette IUI peuvent du coup être suffisant. Euh, donc, en fait, c'est le IUI, ça consiste à insérer directement le sperme dans l'utérus. Euh, Rapidement, pour terminer sur les quotas, qu'est-ce que c'est un quota? Mais c'est en fait, dans chaque pays, euh, 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 la plupart des pays aujourd'hui, ils sont dans une limite de nombre d'enfants qu'un donneur ils peuvent procréer. Donc, en France, c'est 10 enfants par donneur. Et chez Crios, ce qui est vraiment unique, c'est qu'il y a beaucoup d'années, nous avons mis en place un système informatique qui est unique au monde, qui régule le nombre d'enfants par donneur. Donc, ça veut dire que c'est un système 100% sécure. Quand vous passez votre commande, il y a un quota qui s'applique à votre commande. Donc, vous aurez donc la certitude, la garantie que votre donneur, il ne fera pas plus de 10 enfants. Euh, Après, sur l'expédition, je pense qu'on va sauter. On en parlera à la fin lors des questions, de la session questions-réponses. Donc là, on arrive donc à la partie maman sola. Êtes-vous prête à faire le premier pas sur le chemin de la maternité? Tout d'abord, je tiens à vous dire que chez Crios, on va vraiment, on voit de plus en plus de mamans solo qui nous contactent. En fait, on a fait une étude récemment qui a démontré que 54% de nos patients d'aujourd'hui, bah, c'est des mamans solo. Vous n'êtes pas seul. Et on a vraiment constaté que, et on le voit que les familles s'éloignent davantage du schéma familial traditionnel, composé d'un père, d'une mère et des enfants. Et il y a vraiment des formes de famille qui voient le jour qu'on ne voyait pas avant. La preuve ce soir, vous êtes vraiment nombreux à participer à cette séance. Et même si vous n'êtes pas maman solo, on est aussi là pour vous aider et vous guider. Donc, je laisse la parole à Judith pour cette partie. Bonsoir tout le monde, enfin rebonsoir. Donc oui, je vais essayer d'être le plus précise possible. Donc moi, je vais moins parler de l'aspect médical, mais plutôt de mon parcours et des défis que j'ai rencontrés. Et comme je disais, voilà, je vais vous parler de manière très franche, comme si je parlais à une amie. Et de mon expérience, retenez ce qui vous intéresse et ne retenez pas ce qui ne vous parle pas ou ne vous intéresse pas. Voilà, c'est un parcours parmi tant d'autres que je vais partager, mais je pense qu'il y a quand même des connaissances de terrain ou des connaissances collectives qui peuvent être utiles à savoir quand on est dans le parcours et dans un peu l'imbroglio de tout ce que c'est, tout ce qui est possible avec la PMA. Donc voilà, je me lance. On peut passer à la suivante. Ce n'est pas moi qui contrôle la présentation, donc je vais devoir à chaque fois demander à Vibeke de passer la slide. Voilà. Donc mon parcours. Non, tu peux passer à celle d'après direct. Mon parcours, donc moi je m'appelle Judith, aujourd'hui j'ai 38 ans et j'ai deux enfants de 15 mois, des petits jumeaux. Je suis tombée enceinte à 37 ans, j'avais une AMH à 0,4, donc j'étais en panique totale. Au début, je voulais congeler mes ovocytes. Quand j'ai vu que j'avais une AMH à 0,4, ça m'a fait au moins ça m'a fait un wake-up call et je me suis dit ras-le-bol d'attendre un mec. Je suis tombée enceinte à la troisième essai. J'ai fait une première IAD sans stimulation, il ne s'est rien passé. Une deuxième IAD avec STIM où je suis tombée enceinte pendant 5 jours, ce qu'on appelle une grossesse biochimique. C'est quand l'embryon se crée mais ne s'implante pas dans l'utérus. C'est comme comme une fausse couche extrêmement précoce, mais bon, j'ai quand même eu un gros chagrin. Et la troisième IAD où j'étais persuadée du coup que ça ne marcherait pas, sans doute un peu pour me protéger, et ben ça a été la bonne. Chaque essai, il faut compter à peu près 1 500 € quand on compte le sperme, le contenant, les honoraires du gynéco
voilà, je crois que c'est à peu près ça qu'il faut compter. Moi, j'ai choisi de ne pas passer par le circuit officiel en France dans les sécos parce que comme mon AMH était basse, je ne voulais pas attendre 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, moi, j'ai eu une mauvaise expérience dans les hôpitaux français. C'est très personnel. Mais le personnel hospitalier, l'ambiance, etc., j'avais pas envie d'être dans un truc où je me sentais malade avec des gens pressés, enfin, avec des médecins surbookés. Enfin, voilà, je trouvais que c'était déjà une épreuve quand même un peu de passer par la PMA. Donc, j'avais envie de enfin, trouver un système qui, moi, me semblait être chouchoutant. Je voulais un donneur ouvert, c'est-à-dire un donneur qui accepte d'être contacté par l'enfant. Et si aujourd'hui en France, la loi a changé, elle n'est pas encore appliquée parce qu'il faut un temps. Il y a un temps entre le moment où la loi est votée et où elle est appliquée. Et les donneurs ne seront ouverts qu'à partir du printemps 2025, donc bientôt. Ensuite, je voulais choisir mon donneur. Moi, je n'ai pas choisi sur photo. Je m'en foutais de voir sa tête. Mais je voulais quand même choisir. Moi, le premier, c'était un roux. Je trouvais ça sympa. Le deuxième, j'ai changé. Les deux premiers essais, c'était le roux, avec qui ça n'a pas marché. Le troisième essai, je l'ai choisi parce qu'il faisait de la musique, je crois. J'aime bien avoir une petite histoire, savoir deux, trois petits trucs sur lui, juste pour pouvoir me raconter un petit truc dans ma tête. Pareil, là, c'est très personnel. Du coup, c'est à chacune de faire selon. Enfin, en fait, il faut être à l'aise avec son histoire parce qu'après, pour pouvoir la raconter, pour être tranquille, c'est des belles questions à se poser. Ça vaut le coup de chercher ce avec quoi on est le plus à l'aise. Et enfin, je préférais aller vers l'Est que vers le Sud parce que moi, j'ai vécu en Allemagne, que j'ai des origines ukrainiennes et russes. Et donc, bon, ça n'a rien à voir avec le Danemark, mais ça me paraissait un peu plus proche que l'Espagne ou le Portugal, ou d'où je parle pas, enfin, qui me parlait moins. Mais c'est très, encore une fois, voilà, c'est mon histoire. On peut passer à la suite. Une question qui revient très souvent, et c'est normal parce qu'elle est hyper importante, c'est comment choisir et comment trouver le gynéco avec qui faire les IAD. En fait, c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre de façon directe parce que ce sont des gynécologues militants et engagés qui prennent un risque quand ils pratiquent ces inséminations. C'est un peu comme ceux qui faisaient les avortements clandestins dans les années 70. Ce sont des gynécos qui œuvrent auprès de nous, les femmes. Et du coup, pour savoir avec qui collaborer, le mieux, c'est de commencer par faire un test de fertilité, soit avec son gynéco, soit auprès des gynécos qui peuvent être recommandés par Cryos. Et ensuite, grâce à ça, vous pourrez connaître, bon, c'est un circuit un peu compliqué, mais c'est que comme ça qu'ensuite on peut connaître les gynécos avec qui faire les IAD. Et après, une question importante à traiter, c'est que est-ce qu'il faut faire une FIV, donc une fécondation in vitro, ou une insémination pour pouvoir prendre cette décision qui est une décision importante? Il faut quand même savoir un peu son AMH, son FSH. Enfin, donc la première étape, c'est les prises de sang et le suivi du cycle et tout. Voilà. C'est des examens qui sont hyper stressants parce qu'on a l'impression de savoir si oui ou non on aura un bébé. Euh, le parcours PMA, c'est difficile. Euh, mais ce qui est difficile, c'est que c'est des examens qu'il faut faire, mais en même temps qui sont pas non plus enfin, dont on n'est pas, enfin, les résultats, les médecins ils peuvent les interpréter, mais en fait, la médecine reproductive, il y a encore beaucoup d'inconnus, il y a encore une grande dose de magie et de mystère. Moi, j'en suis la preuve vivante. Enfin, voilà, j'étais vraiment déprimée, moi, quand j'ai eu mes résultats. Et en fait, j'ai pas du tout tant galéré que ça. Donc, voilà, il faut en passer par là. Il faut essayer de garder son sang-froid, même si c'est difficile, parce que bah, tout est possible. Voilà, tout est possible. On peut passer à la suivante. Voilà, je vais partager ici, du coup, sur un aspect, on va partir du principe que ça va marcher, que vous allez tomber enceinte, ou qu'en tout cas, enfin, c'est tout à fait possible, ce qui est le cas pour la majorité des femmes, il faut le rappeler. Les questions que moi, je me suis posées avant de me lancer dans la maternité solo, et que je pense, en fait, tout le monde devrait se poser, selon moi, qu'on soit avec un homme, une femme, en couple ou toute seule. Bah, je me suis demandé, est-ce que j'allais être capable, moi, toute seule, de répondre aux besoins d'un enfant? Et donc, comme je suis journaliste, pour essayer de trouver une réponse à cette question, ben, j'ai lu sur les besoins des enfants.
les besoins des enfants. Et une source que je trouve intéressante, c'est un rapport du ministère de la Santé qui a été rendu en 2017. C'est un truc pour l'aide à l'enfance, etc. Mais du coup, ils expliquaient quels étaient le besoin de enfin, comment évaluer les besoins des enfants. Qu'est-ce qu'un enfant? Donc, il dit que tout enfant a besoin pour grandir de s'individuer, s'ouvrir au monde d'une base de sécurité interne suffisante, de la qualité des relations intersubjectives avec son caregiver et son environnement pour explorer et acquérir des habilités physiques favorables à son autonomie et à sa socialisation. Donc, c'est un gros package. En fait, ça se résume en trois grands besoins qui sont les besoins physiologiques et de santé. Pour moi, je l'interprétais avec un bébé comme être capable de fournir les soins du corps, le changer, le soigner quand il est malade, le nourrir quand il a faim, enfin, répondre, voilà, le laver, enfin, prendre soin de son corps, lui, ensuite, je sais pas, lui coiffer les cheveux, tout ça, enfin, voilà, quoi, tout ce qui est enfin, tout ce qu'on fait pour soi-même et de le faire à l'autre. Le besoin de protection, qui est comme, je l'interprétais comme voilà, être capable de fournir un nid douillet qui soit chaleureux pour son enfant, le protéger du froid, de la chaleur, mais aussi, je sais pas, du bruit, enfin, voilà, d'être capable d'être contenante. Et enfin, les besoins affectifs et relationnels qui sont, moi, selon moi, je l'interprétais comme être capable de parler correctement à son enfant, le câliner, le cajoler, adopter une attitude stable et prévisible, être capable de se mettre à sa place, de comprendre le monde à travers ses yeux, lui permettre d'être en relation avec d'autres adultes et aussi d'autres enfants qu'il apprécie. Et je me sentais, très sincèrement, en capacité de répondre à ses besoins. Alors, pas parfaitement, et d'ailleurs, je suis loin d'être parfaite tous les jours, mais je me sentais capable de le faire correctement. On peut passer à la suivante. Une question qui était importante à se poser aussi, selon moi, parce que c'était le coût, de combien coûte d'élever un enfant. Donc là aussi, j'ai mené j'ai fait mes recherches. Donc, selon les sources, alors c'est des sommes qui peuvent paraître choquantes parce qu'on se dit, ah, mais c'est bizarre de quantifier ça, mais selon moi, c'est important de mettre les pieds dans le plat parce que même si l'amour est évidemment inquantifiable et qu'on ne mesure pas la valeur de son amour ou la valeur d'un enfant, il y a quand même, il va falloir le nourrir, l'habiller et payer la crèche. Et ensuite, donc, c'est sûr que voilà, c'est bien, c'est mieux de le savoir. Tout ça, ce sont des estimations et ça varie énormément évidemment, en fonction de si on a l'habitude d'être très autonome, si on fait de la récup, si on habite dans une ville très chère ou si au contraire on est une flambeuse. Voilà, moi j'ai changé radicalement, enfin pas radicalement, mais avoir un enfant aussi, ça recentre. On fait beaucoup plus attention à son argent. Enfin, voilà, on peut moins se permettre plein de choses, mais du coup, on se rend compte aussi que les priorités changent. Donc, selon les sources, un enfant, ça enfin, l'éducation d'un enfant coûte en moyenne entre 500 et 750 euros par mois. Les couches entre 50 et 80 euros, le lait entre 60 et 80. Alors, attention, on dit souvent que l'allaitement est gratuit, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a les rendez-vous avec les conseillères en lactation, tout ça. Enfin, ça peut paraître complètement abstrait, tout ça, quand on est encore quand on est dans la PMA et pas dans la grossesse, mais ça peut venir très vite. Donc, c'est des choses à avoir en tête. L'allocation de tire-lait, etc. Puis aussi notre temps, c'est quand on allait, du coup, on est la seule à pouvoir nourrir son enfant. Donc, notre temps a de la valeur. Les vêtements, c'est environ 50 euros par mois, même si tout le monde vous en donne et qu'on peut aller sur Vinted, etc. Les frais de garde, c'est quelque chose qui varie énormément selon les revenus, parce que selon les revenus, on a plus ou moins d'aide, etc. Mais la moyenne, en gros, c'est ce que disent la CAF, c'est 250 euros par mois en moyenne pour les frais de garde. Pour ceux qui sont à la crèche, j'ai l'impression, c'est vraiment pas une source officielle, mais c'est mon impression que la crèche, ça coûte à peu près 10% du revenu mensuel par mois. Le calcul de la CAF, c'est ça. Ils ne le disent pas, mais mon sentiment, c'est ça. Mais je peux me tromper. Voilà. Et alors, moi, je trouvais que cette estimation ne prenait pas tout en compte. Il fallait ajouter aussi les frais de mutuelle et d'épargne pour les vacances. Pour être tranquille, moi, je dirais qu'à peu près un enfant, c'est entre 800 et 1000 euros par mois. Je vais peut-être. Bon, j'accélère un peu, mais le thème de c'est la soirée ce soir, c'est solo, mais pas toute seule. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est pas parce qu'on fait un enfant seul qu'on doit tout faire tout seul au jour le jour. On n'est pas obligé de se passer en mode super warrior, en mode j'assume, je m'en fous, j'ai besoin de personne.
C'est quelque chose de très important. Il faut se dire qu'en fait, on ne fait rien de mal. Au contraire, en fait, on fait quelque chose de très bien pour la société, pour les autres, pour notre enfant. Enfin, en tout cas, moi, c'était quelque chose que j'avais vraiment besoin de me dire parce que on a tellement entendu d'horreurs avec le mariage pour tous, quand la loi sur la PMA est passée, qu'on était des égoïstes. En fait, voilà, je pense qu'il faut remettre les choses à leur place. Euh, non, en fait, nous, mettre un enfant au monde, c'est offrir quelque chose à la société, c'est pas l'inverse. Et donc, il n'y a absolument aucun problème à demander de l'aide, que ce soit pendant la PMA, pendant la grossesse et pendant le postpartum. Et surtout que la fin de la grossesse et le postpartum, c'est quasiment surhumain. Et je sais qu'il y en a qui y arrivent, mais moi, en tout cas, ça me paraissait impossible de le vivre toute seule. Et même ça paraît impossible de le vivre à deux, en couple. C'est pour ça que les couples explosent, c'est pour ça que les femmes font des dépressions du postpartum, parce que seulement à deux, isolés, eh ben, on n'y arrive pas forcément. Et donc, un skill qu'il faut développer, selon moi, quand on devient maman solo, c'est apprendre à demander de l'aide, même si c'est difficile. Et si on ne sait pas comment faire, je pense que maintenant, c'est le moment, pendant on est encore dans le parcours PMA. Du coup, ça paraît encore un peu flou, les enjeux ne sont pas forcément énormes, de demander à des amis proches, voilà, écoute, j'envisage de faire une PMA, je cherche à tisser mon village. Est-ce que, par exemple, pendant la fin de ma grossesse, quand j'aurai le gros bidon, est-ce que je pourrais envisager de venir m'installer chez toi? Est-ce que tu pourras m'emmener à la maternité en voiture? Commencer par du concret, de dire est-ce que tu seras là, ce qui peut faire peur ou ce qui peut donner d'avoir des réponses pas très concrètes. Et aussi, ça peut être inconfortable, mais moi je pense que c'est important. Enfin, c'était important pour moi d'avoir des conversations en one-to-one avec chacun de mes amis proches. Et il y en a certains qui ont un peu pris peur, qui ont dit non, non, ça me fait peur ton histoire. Et c'est OK aussi, il faut être OK avec ça, parce que voilà, c'est notre projet. Mais du coup, vaut mieux le savoir. Et on a aussi des belles surprises avec des personnes voilà, qui se révèlent, quoi. Et qui sont très présentes qui sont très présentes pour nous. On peut continuer. On peut mettre la suivante. Voilà, il y a quelque chose qui est important, c'est que quand même l'accouchement, je suis désolée, c'est le seul moment où je vais être un peu dark, mais il faut qu'on se parle cash entre nous, entre sœurs. Si on ne se parle pas cash, ça sert à rien qu'on se parle. Mais là, l'accouchement, c'est quand même un moment difficile. Je dis ça parce que moi, j'ai eu un accouchement très difficile, donc je suis forcément marquée par cette expérience. D'autres personnes n'auront pas le même discours. Mais quand on est maman solo, on est obligé d'être un peu plus prévoyante et un peu moins enfin, on peut moins laisser go with the flow que les autres. Donc, se demander quand même si si je dois me faire hospitaliser dans la suite de mon accouchement, si jamais au grand jamais je fais partie des 5% de femmes qui, je ne sais pas, sont blessées ou inconscientes suite à leur accouchement pendant quelques heures, hein, qui sera là pour prendre mon bébé dans ses bras. Ce sont des choses importantes à avoir en tête et du coup des conversations à avoir avec sa sœur, sa mère, son ex, sa meilleure amie. Tout ça, c'est très important. Ça peut valoir le coup, par exemple, si on habite loin de ses proches, de se dire, est-ce que pour la fin de ma grossesse, pour mon accouchement, je ne vais pas déménager, je vais pas retourner dans la ville où j'ai grandi, où est présent ma famille, où sont présents mes amis, est-ce que ma mère peut venir s'installer chez moi un mois ou deux? Parce qu'au bout d'un moment, c'est tout à fait possible de gérer au jour le jour toute seule. Moi, enfin, la vie est tout à fait normale. Là, aujourd'hui, ma vie est tout à fait normale. Elle ressemble à celle de n'importe quelle maman, soit qui serait séparée, etc. Mais l'accouchement et le postpartum, ce sont des moments quand même de grande vulnérabilité où on est obligé un peu de prévoir des dispositifs de soutien. Comme je vois que l'heure tourne, je vais peut-être montrer vite fait les slides que de toute façon vous allez recevoir et pour qu'on puisse consacrer du temps aux questions. Voilà, donc il y a toute une slide, vous pourrez la lire sur avec qui je veux accoucher parce que avec qui je veux être, une amie, une sœur, mon ex. Moi, j'avais pris une doula. Quel dispositif de retour à la maison? Parce que comme je disais, le postpartum, c'est un moment de vulnérabilité. Ce que je dis à toutes mes amies qui se lancent dans la maternité Sola, c'est que partir du principe que, entre guillemets, le pire va se produire. Alors le pire, non, le pire, ce serait que, c'est pas ça le pire, mais que le bébé, parce qu'il y a des bébés qui font leur nuit dès la sortie de maternité, qui sont des petits anges parfaits. Enfin, tous les bébés sont des petits anges, mais d'autres dorment moins. Est-ce qu'on peut revenir juste sur celle d'avant? Moi, les miens, ils se réveillaient toutes les heures et j'en avais deux, donc c'était la grosse galère. Donc, partir du principe que voilà, ils vont pas dormir,
qui vont avoir des coliques, donc ils vont chouiner tout le temps pour être très entourés. Et puis si jamais tout se passe très bien, mieux vaut alléger le dispositif. Et enfin, voilà, et je vous ai fait, parce que quand on débarque dans la maternité, qu'on soit en couple ou pas, il y a énormément d'informations, énormément de sigles. Moi, ça m'a rappelé l'entrée en sixième où on ne capte rien. Enfin, où c'est un peu overwhelming toutes les informations. Et donc, la slide d'après, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est compliqué. C'est très long, il faudrait y repasser 1 heure. Et surtout, attention, je ne suis pas travailleuse sociale, donc il faut vérifier. Mais au moins pour commencer à vous mâcher un peu le boulot et comprendre toutes les aides auxquelles on a le droit quand on est maman solo en France, selon les critères de revenus. Alors, c'est les aides qui sont valables aujourd'hui à l'automne 2024. Ça peut changer avec avec les différentes réforme. Et voilà, je pense que du coup, on peut passer direct. Enfin, voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que voilà, ça en vaut la peine. Moi, faire mes enfants, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Enfin, c'est. Voilà. Je suis extrêmement fière de moi et de nous et de la famille qu'on forme aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, au début, j'avais envisagé la maternité solo comme un plan B, parce que je pensais trouver un mec, j'ai eu des histoires d'amour. Mais franchement, aujourd'hui, j'échangerai ma place avec personne sur cette terre. Très bien, merci beaucoup Judith pour cette première intervention. C'est pas fini. On va discuter tout à l'heure lors de la session questions-réponses. Moi, je voulais juste vous dire avant d'entamer cette partie-là de la soirée que dans la présentation, nous avons inséré des liens que vous trouverez tout à la fin où vous pouvez trouver plus d'informations utiles si vous souhaitez donc débarquer dans une aventure comme Judith. Et surtout, nous sommes là pour vous guider à toutes ces étapes-là. Donc, on va donc commencer donc la session. Donc, on va juste un instant. Vu que vous êtes nombreux ce soir, forcément, il y a beaucoup de questions. Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire que si on n'a pas le temps de répondre à votre question, qu'on est désolé et contactez-nous immédiatement demain, soit via email, par téléphone, le chat ou même réserver un appel téléphonique. Nous sommes là et en fait, notre service au Danemark, nous parlons déjà 15 langues, mais nous avons donc une équipe de 4 personnes qui parlent français qui sont là 5 sur 5 pour répondre à toutes les questions venant de la France. On va donc commencer par une question. Donc, je vais commencer par une question qui est un peu peut-être délicate, mais je tiens à vraiment répondre tout d'abord à ça. Bonsoir, Jonathan Maillard est-il toujours donneur chez Kriet? Il me semble avoir entendu cela lors d'un reportage L'homme aux 1000 enfants. Les banques de sperme, il y a tout type d'histoire de rumeurs. Jonathan, il était un donneur donc du Pays-Bas qui a donc rompu l'ensemble de ses contrats qu'il avait avec toutes les banques, que ce soit locales ou aussi des banques à l'étranger. Il avait signé un contrat avec Crias. Quand nous avons donc su pour lui, nous avons immédiatement arrêté de le recevoir. Et donc, non, il n'est plus donneur chez Crias et nous n'avons plus de paillettes que nous distribuons aux patientes, même si on reçoit encore des demandes pour ce donneur. Donc, c'est très contradictoire. Nous avons vraiment une transparence à ce sujet-là. Et en fait, depuis, nous avons donc mis en place le fameux système de quota de grossesse. Nous sommes la seule banque aujourd'hui à avoir ce système qui fonctionne de cette manière-là, qui est vraiment très sécure, où en fait aucune commande peut être passée sans qu'il y ait un quota qui s'applique. Et en fait, nous l'avons fait pour justement répondre à ce besoin dans le monde de réguler le nombre d'enfants par donneur. Donc, j'espère que ça répond peut-être pas complètement, mais
à cette question-là et les inquiétudes qu'il y a pu avoir sur ce donneur-là. Donc, Judith, je ne sais pas si toi, tu as trouvé une question auquel tu as envie de Oui, répondre. alors moi aussi je voulais parler, du coup il y a une question, je l'avais plus sous le nez, mais en disant comment tu gères les gens qui te disent quand tu parles de ton projet que c'est vraiment pas rien de priver un enfant de son père. Alors, plein de choses importantes à dire à ce niveau-là. Pour moi, quand on fait un enfant via un don, déjà on ne prive pas un enfant de son père parce que c'est pas comme s'il y avait un père qui était là, qui voulait l'élever, que moi j'étais là en mode ah non, 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 tu ne pourras pas les rencontrer. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Enfin, euh, pour moi, un enfant qui est né d'un don de sperme, c'est une nouvelle façon en fait de concevoir ou une nouvelle le donneur. C'est différent pour moi d'un père qui aurait abandonné l'enfant, qui aurait choisi de ne pas l'élever ou qui aurait disparu ou qui n'aurait pas été au courant. Là, moi, ce que je trouvais très sécurisant, c'est que tout le monde est consentant dans l'histoire, que tout le monde sait ce qui se passe et personne n'est abandonné en fait. C'est même l'inverse d'un abandon, c'est un don d'amour. Mais par contre, je suis d'accord que ce n'est pas rien de naître d'une PMA solo avec un mec dans un autre pays. Bien sûr, c'est pas rien et c'est pas classique. Euh, Même si que bon, dans ma crèche, il y en a au moins 4 ou 5 des bébés cryos. Donc c'est pas si non plus, enfin, c'est pas classique et en même temps c'est quand même fréquent. Mais c'est vrai que c'est pas classique et c'est vrai que que je regarde les dessins animés, les livres, les publicités, nous notre famille elle est pas forcément représentée et donc ça nécessite déjà de faire un travail soi-même, savoir est-ce qu'on est OK avec le fait de réaliser son rêve d'enfant comme ça, de fonder sa famille comme ça, et de l'assumer, d'être à l'aise. Parce que s'il y a encore un peu de honte ou un peu de, je sais pas, de regret, de tristesse, bah, c'est ça que les enfants sentent ou c'est ça qui peut mettre un peu mal à l'aise. Euh, donc, j'ai plein- Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les proches, ils peuvent être beaucoup dans le jugement tant que on est dans le projet. Pendant la grossesse, moi, j'étais enceinte solo de jumeaux, s'il vous plaît. Enfin, la terre entière me disait, mais t'es complètement folle. Ou alors, s'ils me le disaient pas, je le voyais dans leurs yeux. Enfin, le nombre de gens qui étaient là, mais comment tu vas faire, etc. Franchement, c'était vraiment difficile à vivre. Et dès que le bébé est là, dès que les bébés sont là, ça rabat le claquet de tout le monde. Parce que les bébés, ils mettent tout le monde d'accord. Ils sont trop mignons. Enfin, et puis c'est une personne qui est là, donc personne va être là en mode oui, bah tu sais, enfin, on oublie. En fait, quand tu as la personne devant toi, tu n'es plus dans un débat théorique, politico-scientifico. En fait, tu es face à une personne et en fait, tout le monde voit bien que le bébé, bah, il est comme les autres, il rigole comme tout le monde, il fait des câlins comme tout le monde, ils ont aucun, c'est les mêmes que les autres. Limite, ils sont plus épanouis que les autres. Ça, bon, je devrais pas le dire, mais moi, je trouve que souvent, les familles non traditionnelles, on cogite plus que les autres, on a plus réfléchi à ce que c'est transmettre, faire un enfant, pas un bébé, comment en parler, etc. Donc on a un niveau de conscience qui est souvent plus, voilà. Et plus ça va, moi, plus je suis hyper à l'aise avec le fait d'en parler. Au début, j'étais quand même un peu sur la défensive parce que c'est quand même un choix aujourd'hui qui demande du courage. C'est vrai que c'est un choix qui demande du courage. Euh, mais plus ça va, en fait, moi, plus je suis juste hyper fière d'être maman solo et d'être passée par la PMA et d'avoir pris le destin en main, de ne pas avoir attendu un mec, une rencontre, de passer, enfin, ouais, je sais pas, d'avoir pris le destin en main. Je suis très fière de moi. Et donc, cette fierté, maintenant, elle irradie. Et donc, j'ai aucun problème quand les gens me disent. En fait, plus personne ne me dit rien maintenant. On te le dit pendant la grossesse, mais maintenant, absolument plus personne ne me dit rien. Limite, on me dit, mais comment tu fais? Enfin, tu t'en sors beaucoup mieux que nous. Donc, je suis là-bas. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Très bien. Et le temps passe toujours trop vite et lors de ces webinaires. Donc, pendant que Judith parlait, j'ai essayé de parcourir les questions et je vais essayer de formuler une réponse qui peut peut-être répondre à un certain nombre de questions. Donc, ce soir, on a brièvement parlé de la possibilité de consulter un gynécologue en France, demander donc s'il y a la possibilité de ce gynécologue de faire un suivi des grossesses. Comme Judith l'a très bien verbalisé, en France, on reste dans une zone très grise, un peu comme dans les années 70, effectivement, où il y avait les gynécologues qui aidaient les femmes avec l'IVG. Aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation.
Donc, et CRIAS, ce qu'on fait en France, on accompagne des femmes, c'est tout à fait légal. C'est les gynécologues qui effectivement se posent dans une zone grise. Par contre, CRIAS, on vous aide aussi, on vous accompagne avec un projet de fertilité hors la France, parce que des fois, c'est aussi donc nécessaire, hein, par exemple, pour tout ce qui est FIV, là, vous êtes obligé de partir à l'étranger. Notamment, on travaille avec des cliniques proches de la France, en Belgique, où nous travaillons avec toutes les grandes cliniques de fertilité à Bruxelles ou ailleurs, côté flamand, côté français. Donc, il suffit de nous contacter pour obtenir des noms des cliniques. Là, on n'est pas du tout dans une zone grise, c'est tout à fait légal. Donc, chaque pays a vraiment sa propre loi, même si on est en Europe. Et c'est ça qui malheureusement, n'est pas facile pour vous et pour nous non plus d'ailleurs. Parce que nous, notre seul objectif, c'est de pouvoir vous aider à réaliser votre projet de rêve d'enfant. Donc, on travaille aussi avec l'Espagne, on travaille avec le Portugal. Ce sont les pays souvent demandés par les Françaises qui ont un projet de fertilité. Donc, j'enchaîne un peu je ne sais pas si toi, tu as trouvé une question, je Vas-y, dis, vas-y, enchaîne, vas-y, ouais. qui te tient peut-être à cœur et qui peut aussi donc faire un lien avec ce que toi, tu as pu vivre. Alors, oui, j'ai eu plusieurs questions sur l'argent, Paris, etc. Euh, de pas y arriver, enfin, comme je disais, ah ouais, un enfant, moi, j'habite à Paris, on vit dans un deux pièces aujourd'hui avec mes bébés. Eux, ils ont la chambre et moi, j'ai fait une séparation dans mon salon avec un rideau de fleurs. Pour l'instant, on est dans 42 mètres carrés. On va pas passer notre vie dans cet appartement, mais pour l'instant, ça va. Euh, L'avantage de vivre dans des petits apparts, c'est qu'on est tout le temps dehors, tout le temps au jeu, au musée, n'importe où. Euh, je pense que ce qu'il faut savoir, enfin, selon moi, ce que je dirais, c'est que si on est en capacité financière de répondre aux besoins primaires, parce que c'est quand même important, donc je sais pas, de payer son loyer, de payer les couches, la crèche et soi-même voilà, enfin, bref, de prendre soin de soi. Les solutions, après, on les trouve. On s'arrange. Enfin, un enfant, ça donne comme une énergie incroyable. On se sent capable de soulever des montagnes, on trouve des solutions, on réduit, on a plus du tout les mêmes centres de dépenses, on fait beaucoup plus attention. Voilà, moi j'ai pas, enfin, et en- moi mon loyer il est autour de 1000 euros par mois. Ma crèche, ça coûte environ 500 euros. En fait, tout part en charge quasiment de mon côté. Mais ce que je veux dire, c'est que on trouve des solutions quand c'est possible. Voilà, pardon, je commence à les fatiguer. Ouais. Euh, j'ai une question intéressante et c'est vrai, on parle souvent d'infertilité lors des webinaires, mais dans beaucoup de cas, il se fait qu'on n'est pas infertile, mais simplement comme peut-être beaucoup parmi vous, vous n'avez pas de partenaire avec qui concevoir le projet, donc vous avez forcément besoin d'un donneur. Donc ça répond à une question que je trouvais intéressante. Oui, bien sûr, vous pouvez faire appel à CRIAS, même si vous n'êtes pas infertile. On est justement là pour cette raison-là. Et aussi peut-être un peu sur le côté pratique entre le moment où vous avez donc choisi votre donneur et donc vous avez une date où vous allez vous faire inséminer. Dès que vous avez donc validé votre commande chez nous et qu'on a demandé une expédition, en fait, c'est 1 à 3 jours ouvrés pour te faire livrer en France. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez simple pour la partie livraison du don de sperme. Et c'est la même chose. Donc, si on part sur un projet à l'étranger, nous, on se met en relation avec votre clinique à l'étranger. Et donc, on a l'habitude de coordonner tout ce processus. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Nous, on prend simplement le relais et donc on sait aussi quelles questions poser à la clinique si jamais vous vous trouvez un peu dans une impasse. Euh, il nous reste quelques minutes.
Je vais répondre juste à une dernière très rapidement. C'est quoi Oui. une doula? Alors, les doulas, c'est une nouvelle profession. C'est un peu des professionnels de la périnatalité. Moi, j'en avais une qui m'a accompagnée lors de mon accouchement. Je dirais que c'est entre la coach et la naturopathe. Il faut faire attention parce que c'est une profession non réglementée. Donc, il y a de tout. Il y a des perles, comme il y a un peu selon moi, des arnaqueuses. Donc, on peut choisir de faire appel à une doula pour faire un suivi de grossesse ou pour qu'elle soit présente lors de l'accouchement. Mais alors, mon conseil, ce serait de faire bien confiance à son intuition et faire preuve d'esprit critique, parce que comme c'est non réglementé, enfin, voilà, il y a tous les niveaux. Mais donc, c'est ça. Oui. Il y a vraiment beaucoup de questions super intéressantes ce soir et je tiens vraiment à insister sur le fait contactez-nous demain ou dans les jours qui suivent avec toutes vos questions. Donc, il y a une. Bonsoir et merci pour ce Zoom. Selon vous, pour changer de donneur après 3 échecs, est-ce qu'il y a des études scientifiques à ce sujet-là? Nous n'avons pas des études, mais nous savons par expérience que, et je pense que Judith, elle peut en témoigner aussi, aussi avec ton entourage, Judith, qu'un projet de PMA, ben, ça peut durer des années. Pour partager une histoire de l'Espagne, j'ai dialogué avec une femme il y a 3 jours. Son projet de rêve d'enfant a duré 15 ans, mais elle avait de gros soucis d'infertilité. Donc, mais je tiens à être honnête et transparente avec vous. Il faut garder l'espoir. Et des fois, ça peut marcher de changer de donneur, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent que c'est la bonne décision. Il faut rester optimiste et y croire. Et je pense que Judith, tu as témoigné ce soir de ça. Voilà, il n'y a pas de regret. Il faut foncer. Mm, mm. C'est ça. Peut-être une dernière, si tu Oui, après. je suis disponible. Donc, si on répond à une dernière, même si on dépasse un peu le temps, Oui. c'est vraiment inspirant. Mais Ouais, c'est super de voir toutes les questions, ça donne envie de parler pendant des heures. livraison, le sperme, les fonctionnalités, comment faire en France. Et peut-être une question où on peut répondre un peu mutuellement, c'est sur la partie sécos en France. Tu en as parlé Oui. un peu au début de ton intervention, les listes d'attente. Pourquoi toi, tu te retournais vers CRIA, à part du fait que tu as des origines qui t'ont motivé dans cette direction-là, même si on ne pas que des donneurs aux yeux bleus et blonds, Oui. vraiment, mais donc, il y a une problématique quand même avec les sécos en France. Il peut peut-être juste mettre quelques commentaires là-dessus pour terminer. Oui, bah du coup, enfin, vas-y, commence. Oui, donc dans les sécos en France, il y en a une trentaine. Donc, c'est les centres publics des dons de sperme. Et donc, nous ne collaborons pas encore avec ces centres parce que c'est des centres publics. Et donc, comme on vous disait, c'est une zone grise, donc on ne peut pas fournir les centres de sécos. Les listes d'attente sont très longues. C'est le retour que nous avons de toutes les patients de partout en France. Et du coup, vous essayez de trouver des alternatives donc via nous. Euh, donc les sécos, c'est si vous avez un projet à court terme, avant 2, 3 ans, bah, il faut peut-être pas avoir trop d'espoir de pouvoir se faire aider via un sécos. Mais nous ne sommes pas là pour juger, mais il y a pas mal de questions autour des questions autour des centres de secours. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est deux circuits qui sont différents. Il y a donc les sécos et le circuit qui peut passer avec Cryos ou à l'étranger, ils ne communiquent pas, entre eux. Ouais, Et c'est ça. voilà, pour parler vraiment en mon nom, du coup, quand j'ai commencé ma PMA, c'était il y a 2 ans, où la loi venait d'être votée, où du coup, les sécos, ça se mettait en route. Et je trouve j'avais l'impression que c'était un bordel innommable et que enfin, ça m'inspirait pas trop confiance. Mais je pense que plus le temps va passer, plus ça va se roder. Déjà, là, ils vont finir les cuves d'anciens donneurs. Donc, enfin, ça va se roder probablement. Mais du coup, dès qu'on est dans le circuit hors Sécos, il n'y a rien qui est remboursé par la Sécu, sauf
les consultations chez le gynéco. Là, du coup, on peut être remboursé par la Sécu et sa mutuelle. Mais tout ce qui est commande de paillettes, etc., ça, c'est pas du tout remboursé par la Sécu. Oui. Très bien. Bon, malheureusement, on va être obligé de finir. Donc, les questions qui restent, donc j'espère que vous trouverez les réponses dans les jours qui suivent. Judith reste aussi enfin, disponible. Vous êtes sûrement déjà connecté avec elle. Mais surtout, contactez-nous pour toutes les questions de l'ordre plus technique sur la partie il y a beaucoup de questions sur la motilité, les prix. Je vois qu'il y a des personnes qui se sont connectées un peu tardivement, qui ont posé aussi des questions. On est là pour vous, donc contactez-nous demain. J'ai prévenu mon équipe au Danemark, elles sont prêtes à vous aider. Et surtout, on a un numéro français, vous pouvez appeler. Et donc, on vous répond en français. Donc, n'ayez pas peur de composer ce numéro-là. Très bien. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir été si nombreux à s'intéresser à ce sujet ce soir. Et désolée pour le petit couac de ma voix tout à l'heure. Mais heureusement, tu étais là, Judith. Donc, on n'est jamais toute seule. Donc, on espère vous revoir, on espère vous entendre et très prochainement. Et donc, très bonne soirée à vous et surtout, enfin, lancez-vous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Salut.